Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Parc Architecte. Bonjour Brice Chapon. Bonjour. Bonjour Aymeric Lambert. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte diplômé, tous les deux en 2003, de la prestigieuse école d'architecture de Lausanne, l'EPFL, et à la tête de votre agence Parc Architecte que vous avez cofondée en 2009. Aymeric, tu obtiens ton doctorat en sciences de la ville au sein de la même école en 2012. Vous dites concevoir au sein de Parc Architecte des dispositifs environnementaux. En effet, vous vous définissez comme architecte des milieux. Vous allez nous expliquer cela. En 2012, Parc Architecte est lauréat des AJAP, album des jeunes architectes et paysagistes. Vous avez été inscrit au palmarès 40 Under 40. Vous avez été nominé au prix de l'Écart d'argent pour la première œuvre. Enfin, vous avez reçu le prix Archi Contemporaine. Vous avez déjà très honorablement construit en France, en public et privé. Vous avez publié, vous vous accordez le temps de la recherche. D'ailleurs, vous enseignez tous les deux, Brice à Strasbourg, avec Jérôme Villemar, qu'on a déjà reçu ici. Et Aymeric, tu enseignes à Versailles. Alors, on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture? Comment se sont déroulées vos études, tout d'abord à Lyon, puis à l'École polytechnique fédérale de Lausanne? Alors, lequel prend la parole en premier? Je vais prendre la parole en premier. Alors, Brice. Bien. Quels sont nos parcours, effectivement? Moi, j'ai débuté mes études d'architecture à Lyon, à l'école d'architecture de Lyon, pendant 3 ans. À l'époque, c'était encore le DEFA. Mais je t'interromps. Auparavant, qu'est-ce qui t'a donné envie de Qu'est-ce qui m'a devenir donné envie architecte? d'être architecte? Peut-être d'avoir baigné dans la culture graphique et de par mes parents qui étaient enseignants en art appliqué, et puis d'avoir des livres à disposition, ce genre de choses, d'avoir une proximité avec cet univers, de regarder des bâtiments. Et je crois aussi d'une fascination que j'avais pour un livre qu'on avait à la maison sur Frank Lloyd Wright, avec en couverture La maison sur la cascade. Cette fameuse photo la plus connue, mais qui m'a fasciné, me fascine toujours, en fait. Je crois que voilà. Mon accroche, elle est là, très intime. Hein. C'est très, très intime. Et puis, donc du coup, je me suis engagé dans les études d'architecture avec l'idée d'abord d'aller faire du paysagisme. En fait, parce qu'on peut s'inscrire à l'école de Versailles que 2 ans après le bac, et j'avais un peu cette envie-là. Et finalement, une fois dans l'architecture, j'y ai pris goût, en fait. Voilà, on tombe dedans et on ne s'arrête plus. Et puis, après quelques années, la proximité aussi avec la Suisse, j'ai beaucoup vécu dans l'Est de la France, voilà, donc une certaine proximité géographique, m'a donné envie d'aller voir ce qui se passait à l'EPFL. Et j'ai déposé ma candidature là-bas pour m'inscrire et poursuivre mes études là-bas. Donc pendant 4 ans et passer mon diplôme à l'EPFL, où d'ailleurs j'ai rencontré Aymeric, qui en a monté une colloque de français en Suisse. C'était une belle période. Et voilà comment s'est déroulée cette vie-là. Et toi, Aymeric? Alors moi, à la base, je voulais pas forcément être architecte. Je sais pas trop ce que je voulais faire, mis à part faire des projets. Donc en fait, moi, j'ai commencé par des études d'ingénieur. J'ai fait une section art plastique à l'école d'ingénieur, et j'ai découvert par mon premier colocataire qui avait une double formation ingénieur archi. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire ça, donc au bout de 2 ans, de faire la double formation. Et effectivement, là, pour le coup, je suis vraiment tombé dedans, c'est-à-dire que en architecture, on faisait vraiment des projets, là où en ingénierie, on était plus concentré sur comment les réaliser. Et donc, une fois tombé dedans, voilà, l'enchaînement. Et à la fin du cycle d'ingénierie,
il fallait aller terminer en gros ce qu'ils appelleraient aujourd'hui le master et le diplôme. J'avais envie de changer et puis peut-être d'aller chercher des choses un peu plus stimulantes. Donc Paris ou Lausanne, voilà. Et étant suisse et ayant été pris à Lausanne, je suis allé à Lausanne où j'ai rencontré Brice, même si on s'était croisés avant à Lyon, mais sans se connaître. Parce que Ouais. nous, on était un peu les extraterrestres ingénieurs qui arrivions dans l'école, voilà, où on était accueillis d'une manière, voilà, Un peu froid. imaginez. Voilà. Après, le parcours, c'est aussi surtout une enfance en maison, en pavillon même, on peut dire, qui est, je pense, assez importante. C'est-à-dire que toi, tu as paysagisme, mais tu étais quand même plus dans les champs que moi, entre guillemets, là où moi, j'étais voilà, dans le suburbain qui a pas mal compté dans notre réflexion. Voilà. Et puis après, Lausanne, où là, la surprise de Lausanne, où on apprend les choses assez différemment. Elle avait déjà cette réputation, parce que c'est une des meilleures écoles à travers le monde. Enfin, en tout cas, elle est réputée de la Oui, sorte. c'était une très bonne école. C'est Ouais. surtout qu'il y a beaucoup de moyens, on va être honnête. Mm. C'est pas les mêmes moyens. Après, c'est pas le même esprit. C'est vrai qu'on était assez désarçonnés quand on arrive dans le premier atelier, la première semaine, où on nous donne un programme. En l'occurrence, c'était des bureaux pour la télévision italienne à Turin, au pied de la Mollet. Qui est, Oui. Et vous étiez ensemble, Oui, même on était dans le sujet. même atelier. on Ouais. était dans le même atelier, mais on s'était mis dans deux groupes différents. Et voilà. Et là, effectivement, quand on vous dit, pour la semaine prochaine, on veut plan, coupe, façade, maquette. Là, en tant que Français, vous vous demandez où est le concept. Et je cherche pas l'idée, tout ça, en réfléchissant quelques semaines avant de m'y mettre. Non, là-bas, c'était l'inverse. On fait, et puis une fois qu'on aura quelque chose, on pourra en discuter. Et là, c'était un peu le choc. Mais voilà, c'est... C'est-à-dire qu'on a vraiment appris la valeur du dessin comme élément constitutif et de travail, de recherche pour l'architecture. Ouais. C'est clair qu'on a eu un peu cette surprise. Mais ce qui était intéressant aussi dans cette école, c'est que finalement, on était dans le même atelier, mais il y avait aussi ce caractère très international. C'était des travaux de groupe, si je me souviens bien. Et on avait chacun, respectivement, une équipe très internationale avec un coéquipier allemand et canadien. Et toi aussi. Donc c'était un projet où il fallait aussi chercher un consensus et aborder la discussion. Donc c'était très, très stimulant. Ouais, avec des cultures vraiment différentes. Vraiment contrasté. Mm. Alors, vous obtenez vos diplômes, tous les deux. Et comment ça se passe après? Vous montez tous les deux votre Après, on structure fait ou alors dans l'originalité, puisque Brice trouve un boulot chez l'APFAC Nicolas Michelin. À l'époque, c'était en Ah train oui. de se créer, le Nicolas Michelin. À Paris? Enfin, c'était déjà Paris. créé, mais voilà. Après la Suisse, envie de la fourmilière, de l'odeur du métro, Ah du oui. souvenir comme ça, envie d'une espèce d'activité intense. Donc oui, j'avais vraiment la volonté de retrouver Paris. Et effectivement, donc j'ai postulé dans différentes agences et c'est chez Nicolas Michelin que j'ai eu mon premier job pour plusieurs années. Pas mal. Oh oui, c'était super intéressant. J'ai beaucoup appris là-bas. Et Émeric m'a Et après, rejoint. il m'a pistonné. Voilà. J'ai dit, Émeric, viens. Chercher du monde, Il y et a du voilà. monde, Donc, on a besoin de pas monde. très longtemps après, je crois, Ouais, 2-3 quelques mois, semaines, ouais. ou Même quelques pas. mois, je sais pas. Mais moi, j'y suis pas resté longtemps. J'ai eu un petit peu du mal avec le salariat, on va dire. Donc, voilà. J'ai fait le cycle de CDD, et puis après, je suis parti faire une thèse. Ah, Voilà, donc 1 an et demi et faire une thèse. Et après, pour financer la thèse, je faisais, de par ma casquette un peu ingénieur et les stages que j'avais faits, je faisais en fait de la direction de chantier pour d'autres architectes, notamment Christian Ovette, avec qui voilà, j'avais bien sympathisé durant mon stage. À Lausanne, on fait un stage de 1 an. Moi, j'avais fait 1 an chez Christian Ovette, même si au départ, l'idée c'était de faire 6 mois, mais au bout de 6 mois, elle m'a proposé de continuer en tant que chef de projet, donc ça se refuse pas vraiment. Voilà, et donc une thèse, et puis assez rapidement un enfant aussi. Enfin voilà, un peu tout ça en même temps. Et là, monter l'agence, voilà. Comme ça, on fait tout en même temps. Ouais, là-dessus, on était assez ambitieux. synchrone. Premier enfant, agence, au bout Toi de aussi, Brice, au bout de oui. 7 ans de pratique, on va dire, toi, à Ouais. travers la maîtrise d'œuvre d'exécution, moi, 7 ans de salariat, mais aussi où j'ai appris vraiment le métier et je me suis constitué un réseau et Ouais. le grand bain. Mais en fait, vous aviez quasiment la même temporalité. Donc, vous étiez prêt à vous associer. Peut-être, on Ouais. s'était jamais dit vraiment, c'était assez, ça s'est fait assez naturellement, en fait. On avait l'habitude de bosser ensemble, et puis se connaissant bien, voilà. Je pense qu'il y a une espèce de complémentarité assez naturelle. On n'a même pas besoin d'en parler. Ça se fait assez naturellement parce qu'on a fait
quand même plusieurs projets ensemble. Peut-être pas les projets d'archi, plutôt les projets qu'il y avait à côté. Théorique. Mais donc, voilà, c'est venu assez naturellement. Ouais. Et puis, il y en a une complémentarité, tu disais un peu naturelle. C'est-à-dire que toi, tu abordes les projets beaucoup par la pensée. Moi, je suis quelqu'un qui suis plus dans l'action, une forme de pensée sauvage, un peu comme ça. Là. Et ensuite, j'ajuste et je réfléchis. Et on se rejoint, en fait, toujours comme ça, sur un terrain. Et quand on se rejoint, c'est qu'on est convaincu que le projet est bon, qu'on tient quelque chose. Il est arrivé sur un sujet que la rencontre ne se fasse pas ? Ça arrive que ça prenne du temps pour que la rencontre se fasse. Mais ça veut dire qu'on toujours. est convaincu ni l'un ni l'autre. Ouais. Et c'est un bon outil pour nous de mesure, en fait. Bah, le signe qu'on cherche, enfin, je pense comme beaucoup, mais c'est le moment où on sent qu'il y a une évidence. C'est-à-dire quand il y a, entre guillemets, les questions disparaissent, ça veut dire qu'en fait, elles ont été intégrées dans le projet et que donc ça devient évident. Bon, des fois, on n'arrive pas à le trouver et généralement, effectivement, le projet, quelque part, est un peu moins bien aussi s'il n'a pas trouvé cette espèce d'équilibre, d'évidence qui fait que tout le monde est convaincu. Convaincu. Aujourd'hui, l'agence a combien de salariés ? Enfin, vous êtes combien en tout ? Alors, on navigue la taille de l'agence en ce moment, là, depuis quelques années, navigue entre 10 et 15 personnes. Voilà, c'est un peu notre échelle. Oui, ce qui permet de garder de l'agilité, j'imagine. Exactement, réactivité. Et c'est une équipe, c'est-à-dire tous les gens dans l'agence, on ne travaille pas avec des gens en freelance, donc ce sont des salariés, la plupart en CDI, d'ailleurs tous en CDI. L'idée qu'on a aussi, c'est de vraiment constituer un esprit d'agence, c'est-à-dire que des gens qui sont fidèles, un cadre de travail agréable pour tout le monde, respectueux de la vie privée et qui ne déborde pas. En fait, pas en charrette permanente. Voilà. La vie privée reste importante, l'équilibre, pour que ce soit sain pour tout le monde. Et ça fonctionne plutôt bien, ça nous permet d'être assez agile, justement. Oui, puis j'imagine que grâce à cela, vos salariés sont fidèles. Alors, ils sont relativement fidèles. Après, il y a des cycles. Hein. Les gens font 4, 5 ans, et puis ils ont envie d'aller voir ailleurs ou éventuellement de se lancer à leur compte. Voilà, effectivement. Auquel cas, d'ailleurs, on développe on continue des partenariats qui permettent aussi à ceux qui partent, comme moi j'avais fait, notamment avec Christian, en fait. On a lancé l'agence parce que j'avais un gros chantier à suivre à Lyon. Donc là, c'est aussi d'essayer d'aider ceux qui construisent leur propre activité, de les aider à débuter. À démarrer. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? J'adore cette question. Je te la laisse. C'est marrant, c'est une bonne question pour des 40 et quelques nerfs. Et oui, et donc on enfin libéré de ce carcan de se dire il faudra que plus tard, parce que c'est vrai qu'il y a un peu un cycle, on va à l'école, on fait les études, premier boulot. Je pense que c'est une forme de libération, d'avoir réussi, 1, à monter sa propre agence, 2, qu'elle survive, 3, qu'elle fasse quelques projets qui intéressent d'autres, et d'avoir réussi à être enseignant. C'était quand même aussi une chose dont on avait très envie. Et puis de réussir à publier aussi. Donc, on est libre. Une vie épanouie, complète. Ouais. Oui, une vie plutôt épanouie et complète, mais qu'il faut toujours stabiliser. Hein. Ça reste un métier qui est basé sur un équilibre. Et donc cet équilibre, il faut l'entretenir en permanence. Mais néanmoins, on est plutôt satisfait de notre... Effectivement, on découvre ce qu'on savait déjà un peu, mais c'est quand même un métier d'endurance. Et c'est vrai que les plus jeunes collaborateurs ou même des collaborateurs externes sont toujours assez surpris de découvrir le timing d'un projet qui est, on va dire, autour de 6-7 ans de moyenne, un projet. Toujours. Oui, c'est assez rare. Il peut y avoir des projets express, mais c'est assez rare, en fait. C'est rare. Les mieux, c'est 3-4 ans, quoi. C'est difficile de faire plus court. Et encore, c'est que là, effectivement, il faut un maître d'ouvrage, entre guillemets, qui pilote bien, qui est soutenu, qui est attendu, parce que c'est vite beaucoup de complexité qui arrive... Beaucoup d'occasions à ce que le projet capote. Ça, Voilà, tout à fait. À tout moment de son parcours. Nous sommes dans un monde vraiment démocratique sur cet aspect-là, c'est-à-dire que tout le monde peut dire quelque chose. Alors effectivement, à force, c'est un peu pesant, parce que les équipes de conception sont énormes, entre tous les BET, les bureaux de contrôle. Tout le monde a son mot à dire, donc il faut satisfaire tout le monde. Et puis après, il y a les voisins, par exemple, qui, eux, n'étaient pas au courant du projet qui arrivait, qui, là, sont pas contents et
attaque, faire des trucs comme ça. Mais c'est ce métier où, quelque part, pour y arriver, il y a une petite carapace à se faire parce que c'est quand même un peu l'endurance de l'échec, hein, ce métier. Mm. Par rapport au nombre de candidatures et de projets lancés, ceux qu'on réussit à finalement mettre au monde et qui après sont adoptés par les utilisateurs, par les villes et qui survivent, parce qu'il y en a aussi qui ont un temps de vie assez court en fait, et ben voilà, il y a quand même une quantité D'aléas. d'échecs. Ouais. Mais avec le recul, finalement, on se rend compte aussi que c'est cet apprentissage-là qu'on essaye de nous initier à l'école. Enfin, moi, j'ai l'impression. C'est Ouais. l'esprit de l'école et de l'enseignement en architecture, justement, c'est de former à cette endurance, au mode projet, au fait de mettre beaucoup de soi dans le projet, c'est sûr, pour lui donner corps et vie, mais aussi à opérer un certain détachement, quelque part psychique par rapport au projet, pour pouvoir être endurant, en fait, et pour pouvoir s'adapter. C'est intéressant ce que tu dis, Brice, parce que souvent, on entend ici au micro de Comme d'Archi qu'au contraire, les étudiants se plaignent un peu de pas être formés à la réalité du métier et qu'on leur donne peut-être trop de liberté alors que c'est un métier qui est fait de beaucoup, beaucoup de contraintes. Et c'est un métier qui est sur un apprentissage beaucoup plus long qu'un cycle de licence, master, diplôme en fait. Mm. Je crois que voilà, on a un certain âge, mais on continue à apprendre de ce métier en fait. Alors vous êtes des profs qui penchaient plutôt vers on ouvre l'imaginaire pour profiter de ses études, où on trouve un savant équilibre entre l'apprentissage de la réalité et l'imaginaire. Qu'est-ce Alors que... j'aurais tendance à dire qu'on a une approche assez pragmatiste, pour ainsi dire. On est passé à l'EPFL, ça nous a laissé des traces aussi. Et justement, ce principe de réalité, c'est aussi que l'architecture est aussi un acte qui consiste à construire. Donc Ouais. on doit vraiment faire avec la réalité. Et je pense qu'on est plutôt des enseignants qui trouvons cet équilibre entre l'idée de rêver, la conceptualisation, mais surtout le dessin et un principe de réalité très fort, en fait. Et qui va aussi justement ouvrir vers des touches de questions plus professionnelles, en fait, pour que les étudiants entrevoient ces questions professionnelles à travers leurs projets. Ils ne vont pas forcément y répondre, mais en tout cas, ils vont pouvoir entrevoir les contraintes futures de ce métier, je pense. Et puis il y a aussi une évolution au cours du parcours, c'est-à-dire que Oui. personnellement, enseignant en licence, en troisième année et en master et en diplôme, j'essaie de différencier les approches en licence. Mon idée est plutôt d'essayer, je sais pas, une sorte de petite maïeutique, de faire advenir le projet et l'étudiant vers son propre projet, puisqu'ils arrivent un peu en fin de cycle où ils ont beaucoup découvert, beaucoup appris, et qui commencent à se poser des questions de comment la suite, qui sont-ils, qu'est-ce qui les intéresse. Donc d'essayer de pousser chaque étudiant à aller le plus loin possible dans son propre projet, d'essayer de trouver leur propre logique ou de leur donner des outils qui les aident à faire ce parcours, ce qui est pas toujours simple, alors que inversement, en master, le sujet chez nous est plus défini. Et là, il y a une méthode un peu plus précise et concise qui vise à ce que les étudiants découvrent une manière de faire. Ils adopteront pas, ils aimeront pas, mais ça leur donne des références, de se dire plus tard, ils faisaient comme ça, moi je préfère faire autrement, mais... Et puis de retrouver pour ma part un peu en diplôme à nouveau cette espèce d'apprendre aux étudiants à prendre leurs risques, à aller au bout un peu de leurs ambitions, de leurs idées. Surtout, c'est un peu ce côté pragmatique, c'est d'essayer de leur trouver des outils pour y arriver. Mm. Et toi, Aymeric, qui a une double formation et qui est enfin, tu es ingénieur, tu as une appétence pour des techniques particulières, tu as développé. Paradoxalement, c'est presque Brice qui est le plus technique. C'est vrai. Non, c'est-à-dire que pour moi, les études d'ingénieur, ça a surtout une culture et quelque part, pour faire un peu simple, un vocabulaire, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le projet de la même manière. Donc en fait, on est autour du même objet, mais on ne va pas regarder les mêmes critères. Alors le fait d'avoir cette double formation, c'est quelque chose que je peux intégrer et qui me semble permettre d'avoir une discussion plus facile avec les interlocuteurs.
Et c'est vrai que donc la technique, pour nous, elle rentre très tôt, et la construction surtout, parce qu'on a fait pas mal de chantiers, où voilà, même pour un concours, on a du mal à dessiner quelque chose sans savoir comment on va le construire, comment on va gérer l'eau. Voilà, des fois, ça peut presque être un peu limitant, mais voilà, on a un gros souci du faisable. Il faut que ce soit faisable, il faut que ce soit faisable par celui qui va le faire, qui n'a pas toujours, voilà, par exemple, on se pose nous de grosses questions sur le BIM. On voit que c'est un truc qui est peut-être adapté à certains types de projets, mais au moment où il faut passer du placo, où il faut poser des choses simples, je vois pas comment le BIM a vraiment une pertinence là-dedans. Enfin voilà, donc c'est pour ça la technique, pour nous, c'est une technique un peu bricolage en fait, pas bricolé, mais une technique rudimentaire, des choses qui marchent. On va chercher dans le dessin des projets, on va chercher le caractère élémentaire, aussi bien conceptuellement que à travers la construction. Penser à la façon dont le compagnon va utiliser son tournevis et la place qu'il aura pour positionner une pièce, c'est quelque chose qu'on intègre. Alors, c'est vrai que des fois, on le fait, comme tu le dis, peut-être un peu trop, dès l'esquisse, on projette déjà trop cette technique et des fois, ça peut être un peu bridant, mais néanmoins, ça nous permet de savoir où on va et de vérifier que le projet qui sera construit sera fidèle à l'image qu'on a développée tout au long du processus de conception. Ça, c'est très important pour nous, que cette continuité-là soit forte. Et quelque part, pour rebondir sur le BIM, par exemple, la façon dont on utilise l'image et les perspectives pour travailler le projet, on travaille avec des images, évidemment, mais on s'en sert comme outil aussi pour vérifier vraiment si l'aspect fini de l'image sera proche de la construction. On essaie d'éviter un peu les images trop floutées, trop abstraites, trop artistiques. On est assez précis là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'être, selon vous, un architecte des milieux ? Ah. C'est pour l'illustrer un peu peut-être tout de suite, c'est souvent ce qu'on peut dire là par exemple quand on conçoit du logement. Pour nous, cette idée un peu qu'on utilise en enseignement notamment, qu'il y a un peu deux manières de concevoir du logement. On peut concevoir un appartement qu'on appelle souvent cellule, mot à questionner sûrement. Et puis après, on le multiplie. Donc, on fait un appartement généralement très ambitieux. Et puis, on le multiplie. Donc, il est par exemple traversant. On le multiplie. Et donc, après, on a une barre avec une coursive. Ça fait des super logements. Ou alors, on peut concevoir depuis l'extérieur et se dire, voilà ce contexte, quels sont mes voisins, des choses que tout le monde fait, hein, tous les architectes le font, bien sûr, mais où est le soleil, comment circule le vent, où est-ce qu'il peut y avoir une vue intéressante, qu'est-ce que nous indique le sol. Voilà, et ça, ce serait plutôt la conception par l'extérieur. Donc, nous, on va plutôt avoir cette tendance-là, c'est-à-dire se faire une petite enquête du milieu, relever tout un tas de choses et d'essayer d'en sélectionner quelques-unes qui vont être plus saillantes. Et c'est à partir de là qu'on va aller chercher le projet. Je pense que ça vient un peu peut-être de l'enseignement suisse, hein, où effectivement là-bas il y a une grande attention finalement au déjà là, dans la mesure où ils n'ont pas eu cette époque finalement, par exemple la reconstruction. Donc les choses se font dans une certaine continuité, avec des modes aussi où ils cherchent toujours le consensus, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quand même largement les gens d'accord. Donc c'est un peu conservateur, hein, mais conservateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils cherchent toujours aussi à actualiser, à innover, tout en préservant. Donc ça fait des architectures plus attentionnées aux choses qui sont déjà là, tout en étant contemporaines. Là, je pensais par exemple à Rudolf Olgiati, donc le père du Olgiati de Valerio, qui à Flims a fait plusieurs maisons qui partent d'anciennes fermes ou d'anciennes bâtisses et qui les travaille avec quelques petites choses, mais qui en fait une maison contemporaine où on ne sait plus trop où elle est. On voit bien qu'elle a ces deux caractères. Donc c'est tout un genre d'attitude comme ça. Par exemple, on n'attaque jamais un projet par de la géométrie. C'était une chose surprenante. À l'école, on attaque un projet. Et c'est vrai que, par exemple, les étudiants allemands nous disaient faut qu'on définisse la trame pour lancer le projet. Chose qui nous paraissait bizarre parce que, en tout cas pour moi, il y avait une idée de le milieu d'abord et qu'est-ce que je vais tirer dans le milieu, ou de manière un petit peu plus... Mais alors, pourquoi plus le terme milieu que le terme contexte ? Parce qu'on parle beaucoup
par exemple, l'Architecture Studio, moi qui ai bossé pour eux, ils parlent vraiment d'architecture contextuelle. Le contexte, c'est culturel en fait. C'est vrai que le terme contexte, c'est celui qui a été utilisé en Suisse, mais c'est une approche, on va dire, un peu héritée du postmodernisme et du postmodernisme, voilà, des choses déjà là, donc qui s'est développé à l'ETH à Zurich avec Rossi, voilà, où il y avait le contexte de la ville ancienne, de la culture, du souvenir architectural. Le milieu, dedans, il y a le naturel, en fait, qui revient beaucoup. Et si on élargit aussi dans l'idée d'environnement, il y a les gens, en fait, les acteurs, en fait, de la construction, qui sont aussi des paramètres qu'on intègre dans la réflexion de conception de nos projets, quelque part. Dans quel contexte va-t-on pouvoir fabriquer le projet? Quels vont être les obstacles qu'on va devoir lever? Des obstacles techniques et réglementaires, des obstacles politiques. Et justement, quelque part, participer à ce milieu ou cet environnement, les gens également. Et on l'intègre complètement. Et c'est vrai que tu parlais de la géométrie, Aymeric, elle arrive chez nous toujours dans un second temps. Une fois qu'on a posé ces choses-là, on installe pas à pas une géométrie qui va nous aider à régler le projet, mais elle n'est pas du tout essentielle comme première approche sur la feuille blanche, quelque part. Enfin, c'est intéressant ce que vous dites. On a l'impression que vous êtes très ancré dans votre temps en tant qu'architecte, parce que, alors, à la fois, on a l'impression que il y a quelque chose qui fait penser aux architectes bâtisseurs du Moyen-Âge, donc dans le sens, on donne vraiment réalité à ce qu'on projette. Et en même temps, vous parliez du paysage, et on en parle beaucoup aujourd'hui, on y revient. Donc, c'est chouette, en tout cas. Mais c'est vrai que si on parle de milieu, par exemple, on a appris petit à petit en cherchant ça et en ayant ça comme réflexion, à se dire, voilà, quand on fait un immeuble de logement, en fait, il y a les gens, qui est généralement quand même notre sujet de base, mais en fait, il y a plein d'autres gens qui habitent là. C'est-à-dire qu'il y a des plantes, il y a des insectes, il y a des animaux. Et donc, si on se dit, le projet de logement, en fait, c'est loger tout ça, ce n'est pas juste loger les gens, le projet, on ne l'appréhende pas du tout pareil. Donc nous, dans tous nos projets, en fait, le végétal, etc., il est pensé comme l'habitat des autres habitants de la ville, quoi. Donc un habitat, c'est pas que les humains, c'est aussi les non-humains. Un exemple très concret, positionner un arbre à proximité d'un immeuble de logement. Quel arbre va-t-on planter? Alors, c'est des discussions qu'on a avec les paysagistes avec lesquels on travaille, mais à quelle proximité des balcons et comment est-ce qu'on peut faire interagir justement la corolle d'un arbre avec les fenêtres d'un immeuble de logement qu'on va construire? Justement, habiter tous les étages d'un arbre, c'est vachement intéressant. C'est presque avoir une cabane dans les arbres, oui, entre mais le sommet et... Alors là, je vais vous titiller un peu. J'avais lu un article sur un bâtiment en Chine, je ne me souviens plus de la référence, où il y a énormément de végétal qui a été intégré. Du coup, cette tour a été quittée parce que ça devenait invivable pour les êtres humains de vivre complètement cernés par l'écosystème. D'une part. D'autre part, personnellement, j'ai l'exemple d'un frelon asiatique ou d'une famille de frelons asiatiques qui visitent mon balcon et je suis dans les arbres. Et du coup, comment justement vous adaptez ça? Alors, par rapport à l'exemple chinois, c'est un projet qui est inspiré du Bosco Verticale de Milan, Oui, justement, où il y a des plantes, alors vraiment plantées sur tous les étages. Là, le paradoxe, c'est que c'est aller chercher à planter des plantes sur des balcons, c'est pas forcément l'évidence. Quand on parle du paysage, c'est comment on va chercher à implanter le paysage dans le sol. Les plantes, elles ont besoin de la terre le plus possible. Donc comment un arbre qui va se développer de la terre jusqu'à sa cime, finalement, va accompagner un bâtiment et donner une proximité avec les logements. C'est plutôt comme ça qu'on l'appréhende. On ne cherche pas une artificialisation du paysage, mais comment est-ce qu'on compose avec. Alors oui, par contre, il y a l'exemple du frelon ou ce genre de bestioles qui peuvent nous embêter un peu. Les moustiques, je crois qu'en Chine, le problème, c'était même les moustiques. C'était l'invasion de moustiques. Alors là, le frelon asiatique, je ne saurais pas te répondre. Je pense qu'il y a des sujets spécifiques, mais c'est là aussi où il faut regarder le milieu dans lequel on s'insère. Est-ce que les essences qu'on va choisir sont les bonnes? Est-ce que les distances du paysage avec les bâtiments sont bien dimensionnées, et ainsi de suite? Comment va fonctionner le cycle de l'eau aussi dans tout ça? Est-ce que l'ensoleillement va être suffisant? Ça ne va pas être trop humide? C'est plein de petites questions qui ont l'air de rien, mais en fait qu'il faut regarder. Et c'est
Tout ce qu'on cherche, c'est à ce que les bâtiments, justement, interagissent vraiment entre cet environnement, alors paysager ou même solaire ou même celui des vents, et intérieur et extérieur. Et que les gens, justement, prennent part à les gens qui vivent les bâtiments, qui soit les habitent, soit les parcourent ou les utilisent, puissent interagir comme ça et renouer très simplement avec des dispositifs extrêmement élémentaires avec cet environnement. Vous travaillez avec des paysagistes? Souvent, oui. Souvent. Et puis même toujours des équipes d'ingénieurs. On a tout un microcosme comme ça d'équipes avec qui on aime travailler. Partenaires. Voilà, Ouais. tout à fait. Alors maintenant, on va attaquer l'histoire de vos projets. Oui, on cherche un peu à faire des projets assez différents. Tous les projets sont uniques et voilà, c'est pas pour... Mais de leur trouver une forme spécifique. Donc c'est vrai que la méthode, elle nous conduit, enfin, si tant est qu'il y a une méthode, hein. Mais une fois qu'on a un peu identifié des éléments forts dans un milieu, on va aller chercher ce qu'on appelle des dispositifs architecturaux, c'est-à-dire des constructions qui ont de l'effet. Qui ont un effet, qui vont interagir avec le milieu. Alors, notamment les dispositifs climatiques, ce qui fait qu'en fonction de chaque situation, on essaie de trouver une forme spécifique. Donc, par exemple, à mes yeux, où on conçoit un conservatoire, on se retrouvait à avoir ce conservatoire qui est en face d'un arrêt de tramway qui est assez usité, qui relie Lyon à Satolas, qui est ancienne Saint-Exupéry, pardon. Ça, c'est les vieux trucs. Ça, c'est le Lyonnais qui parle. C'est le Lyonnais. Et donc, ça a beaucoup activé ce quartier de la ville. C'était une ancienne ligne de chemin de fer. Bon, il se trouve par hasard qu'on avait fait nos diplômes sur cette ligne de chemin de fer. Ça n'a rien à voir avec le concours qu'on a gagné, mais voilà, on connaissait le territoire. Et on arrive sur ce bâtiment qui est un équipement public dans lequel il y a un grand parvis, donc entre cette gare de tram et le bâtiment. Et le bâtiment se retrouve avec une façade plein nord. Donc comment réussir à travailler dans l'ombre quelque part? Il y avait ça d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut exploiter dans ce paysage? Des bâtiments neufs qui venaient d'arriver, à l'arrière des friches et à droite un parking en friche. Donc un milieu suburbain total où tout est un petit peu fait par petites touches comme ça. Et là, effectivement, à un moment, c'est Brice qui à un moment dit, mais en fait, le paysage dans cet endroit, c'est le ciel. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait ce bâtiment autour d'un patio, en disant, voilà, comment est-ce qu'on fait une fenêtre sur le ciel? C'est simplement un dispositif élémentaire, traditionnel de l'architecture, un patio. Et l'idée, c'était donc comme ça de pouvoir créer un lieu où il pourrait y avoir une expérience collective des habitants qui iraient festoyer autour des représentations 1 ou 2 fois par an pour que ça installe un nouveau lieu dans cet endroit où effectivement tous les équipements sont un peu posés là où il y a un foncier de libre et donc où il est toujours difficile de voir une ambition urbaine. Voilà. Et puis une fois qu'on avait fait ça, c'était de réussir à travers ce patio à faire passer la lumière sous la façade nord. Donc on a une grande façade, 70 mètres de long, une portée, avec une grande arche qui repose sur les deux bouts de 70 mètres et la lumière du patio va pouvoir passer sous l'entrée. Et à travers cette accroche du paysage, on s'est rendu compte que le patio avait aussi un effet très intéressant dans ce tissu suburbain où tout est lâche. Il y a peu d'espace contenu, comme par rapport à la ville historique avec une place. Et finalement, le patio avait ce pouvoir de contenir, de créer un espace quasiment public, bien qu'il soit au cœur d'un bâtiment, mais fermé et un peu clos. Donc finalement d'agir sur la façon dont les gens allaient pratiquer ce petit morceau de ville. Voilà. Et de fil en aiguille, le projet s'enrichit et se complexifie et répond à plein de niveaux en fait. Puis un morceau de ville où le son a une grande importance. Tout à fait. Oui, alors travailler le son, et ça je vais rebondir là-dessus peut-être aussi avec un des projets qu'on a fait, un des premiers projets de l'agence qui était nominé au prix de la première œuvre, qui est l'auditorium de Bondy, qu'on a fait pour le Conservatoire de la maîtrise de Radio France. Donc c'est des collégiens qui sont scolarisés au collège et qui ont un parcours adapté puisqu'ils ont des cours de chorale et de musique très intenses, je crois que c'est tous les après-midi en fait, pour apprendre le chant choral. Donc c'est quasiment professionnel en fait. Et c'est vrai que pour ce projet, on a conçu un bâtiment. Alors c'était extrêmement difficile à représenter en dessin, parce que représenter le son, c'est pas facile en dessin. Mais c'est un projet qu'on a conçu autour des parcours sonores.
et il se vit avec l'oreille, littéralement. Quand on va d'un espace à un autre, on a joué sur des contrastes très forts, d'ambiance sonore très forts, entre des espaces totalement maîtrisés d'un point de vue acoustique, comme l'auditorium, qui est une salle en acoustique sèche, avec une réverbération très très millimétrée, et des salles de répétition, d'échauffement pour 1 ou 2 personnes. Et puis des espaces beaucoup plus cathédrales, où en fait le son est absolument pas absorbé, va se réverbérer. Et en fait, peut être un peu fatigant comme ça, mais c'est des espaces très particuliers qui sont des sortes de soupapes comme ça, pour libérer un peu les élèves quand ils sortent de 3 heures de répétition un peu intense. Quelque part, c'est bien de changer d'univers sonore. Et pareil, dans le foyer, par exemple, de la grande salle, on aime jouer comme ça avec les réglementations, parce qu'aujourd'hui, les réglementations visent à beaucoup neutraliser tous les espaces. Et un foyer doit un certain taux d'absorption, en fait, pour pas être trop réverbérant. Et en fait, ce qu'on a proposé de faire, c'était de concentrer cette absorption dans une niche qui donne sur le foyer, à côté de laquelle on a installé des bancs. Si bien que quand on est dans le foyer, soit on est dans la grande salle et il y a un peu un côté brouhaha qui arrive, et dès qu'on va s'asseoir sur le banc, on a cette sensation, un peu comme dans le studio ici, que le son est littéralement absorbé, qu'on est presque sourd d'une oreille, ou enfin, que le son est très absorbé par l'absorbant à côté. Donc on vit ce bâtiment avec les oreilles, c'est ça qui est intéressant. Et c'est des choses comme ça qu'on essaie de déplacer dans les Donc projets. dans un même espace, un Mhm. espace ouvert, on a à la fois une ambiance sonore et la possibilité de s'isoler Tout à fait, du son. tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut trouver un petit peu les petites failles, les éléments qui sont pas dans le programme, mais dans lequel on va pouvoir faire. Voilà, là en l'occurrence, on a fait un double amphithéâtre qui est en béton et où il n'y a pas d'absorption. Mais parce que ce n'est pas un amphithéâtre et ce n'est pas une salle, c'est à peine un couloir, on va dire, d'un point de vue réglementaire. Donc le bureau de contrôle a pu nous le laisser faire, en fait. Donc c'est trouver ces petites astuces et de faire en sorte, et cette idée, c'est de... Pour ça, architecte des milieux, là, le milieu, pour nous, la matière, c'était le son. Et comment est-ce qu'on faisait un outil pour ces collégiens, pour qu'ils expérimentent eux-mêmes le son et en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de machinerie, il n'y a pas de... Vous êtes devenus quelque part des spécialistes du conservatoire ou... On en a fait plusieurs, donc plusieurs, effectivement, ça devient, oui, une de nos spécialités, la salle de spectacle, où on a la chance comme ça de pouvoir être effectivement retenu et donc en proposer plusieurs. Voilà, on développe ce sujet-là autant que possible. Et donc à Tahiti, c'est un centre culturel, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. C'est en fait, pour être Papette. plus précis, c'est un bâtiment qui rassemble une médiathèque, un centre d'art contemporain, un petit auditorium et puis des ateliers pédagogiques pour la population. C'est un projet donc de centre culturel, effectivement, et la particularité qu'il a, c'est que il est installé dans la ville de Papeete, et donc dans un milieu très urbain, en fait. Papeete, c'est une ville assez particulière, comme ça, qui concentre, en fait, toute la Polynésie française, qui est quand même, faut imaginer, des îles éparpillées sur un territoire grand comme l'Europe, perdu au milieu de l'océan, et Papeete est la grosse ville de cet ensemble-là. Donc c'est très particulier. Et l'ambition du gouvernement polynésien était justement de donner un accès à la culture à tous en ville, et pas forcément aller choisir un site naturel ou très très spectaculaire. Je pense au centre Jean-Marie Djibaou, qui est à peu près un programme similaire, mais qui a été installé sur un site avec un caractère paysager extrêmement fort, en fait, où le site fait énormément. Et là, l'ambition du gouvernement était justement de faire un projet culturel, mais pour les gens. Et donc, c'était un peu la question qui était posée sur ce projet. Comment rendre un bâtiment et la culture accessibles à tous dans un climat tropical océanique, alors dont la principale contrainte n'est pas le soleil, on l'imagine, mais plutôt la pluie et les vents cycloniques. Et comment faire ce projet. Ce projet, là aussi, on s'est énormément intéressé au milieu, parce que justement, c'était fascinant de pouvoir travailler dans un autre climat. Ça, c'est quelque chose qu'on adore. On va chercher des climats comme ça, un peu différenciés et extrêmes, pour s'inspirer. Et du coup, on a beaucoup observé le territoire. On a aussi beaucoup observé les plantes là-bas et le fonctionnement des plantes. Notamment quand on regarde un peu le fonctionnement, par exemple, des bananiers, des feuilles de banane qui rassemblent l'eau en leur cœur. Elles ont un petit duvet, ces feuilles, pour que l'eau coule, ruisselle dedans et se concentre à la base on ne peut pas appeler ça un tronc, de la tige, en fait.
Ça, c'est une particularité. Et quand on regarde aussi la manière dont les palmiers se comportent quand il y a des cyclones, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de palmiers qui donc, non seulement sont souples en cas de cyclone, mais ont leurs feuilles qui se rabattent aussi, donc qui libèrent la force du vent, donc finalement n'ont pas d'arrachement. Et en fait, du coup, pour ce projet, on a conçu, on a installé ce qu'on va appeler une ombrière d'éléments de toit en forme de V, comme ça, ouvert sur le ciel, et donc qui servent évidemment à mettre à l'ombre l'ensemble du bâtiment qui, lui, est très vitré. C'était une manière d'ouvrir la culture et de la montrer sur la ville, derrière un parvis. Mais du coup, il fallait protéger ces vitrages, à la fois du soleil et des pluies. Et donc, ces V récoltent en leur cœur la pluie. L'eau descend à travers les poteaux, comme une plante. On s'est vraiment inspiré des plantes. Du bananier. Du bananier, par exemple. Et ce toit, en fait, il est découpé en de multiples éléments pour que le vent, quand il risque de soulever le bâtiment, puisse s'échapper justement entre ces éléments en V. Qu'il n'y ait pas de prise au vent. Voilà, on diminuait ainsi la prise au vent. Voilà un peu le genre de c'est télescopique ou non? Non, pas du tout. C'est fixe. Non. Ouais. Toujours aller dans un système le plus élémentaire qui soit, constructible, facilement faisable. Pas hautement technologique, mais élémentaire. Il en est où, ce projet ? Il est actuellement en consultation. On consulte les entreprises. Donc voilà, on va démarrer la phase chantier dans les mois prochains, normalement, si tout va bien. Puis ça, un petit peu plus théoriquement, ça reprend aussi quand même cette idée un peu ancestrale du temple ou de l'architecture grecque, où les colonnes avaient un écho aux arbres qui servaient de matériel avant que ce soit en pierre à les construire. Et là, c'est aussi une actualisation de ça. Ça pourrait être aussi une réflexion, je dirais, sur la période industrielle, où cette version-là serait peut-être celle de Mies van der Rohe, où c'est plutôt la mise en scène du métal et de son incroyable puissance à construire, à avoir peu de poteaux. Et là, c'était de se dire, et si on confronte à ça un milieu beaucoup plus, on va dire, exigeant qu'un milieu européen, comment intégrer ce genre de réflexion? Et donc, voilà. Et donc, le bâtiment est fait de plein de tiges comme ça qui portent ces toitures. Et le plan aussi reprend une espèce d'alignement de grandes cases. Donc, ça nous fait un plan en pointillés qui sont tous ces poteaux. Et ces tiges, elles sont métalliques ? Oui, c'est des poteaux métalliques. C'est tout à fait. C'est inspiré du faré, qui est l'habitat traditionnel polynésien, qui est en fait un alignement de nombreux poteaux qui forment un espace. Oui, le faré, c'est sur l'eau en général. Alors, ça peut être sur l'eau. Ça peut être sur l'eau, mais pas forcément. Pas forcément, d'accord. Oui, toutes les pièces font moins de 12 mètres de long, parce qu'il faut qu'elles voyagent en container. Et tout le bâtiment est conçu aussi avec cette logique-là. D'accord. Et du coup, oui, c'est fabriqué... Alors, a priori, ça devrait être fabriqué en métropole et transporté, en fait. Parce que une des problématiques aussi de la Polynésie, c'est qu'il y a peu de ressources, en fait. Et utiliser les ressources locales détruirait le territoire, en fait. On a fait un projet qui visait à limiter l'emploi du ciment au maximum. Parce que, à force d'avoir construit avec du ciment local, les rivières sont ravinées là-bas. Donc, on commence même à importer du sable d'Australie, qui est le territoire le plus proche, c'est à 6000 km. Donc, toute la logique vise justement à être économe en matière mise en œuvre, transportable, voilà, pour limiter l'impact. Oui, comme quoi, il n'y a pas vraiment de règles. Et il faut vraiment, à chaque fois, recréer une recette. Inventer et s'adapter, c'est l'agilité. D'autres projets dont vous aimeriez parler ? C'est vrai que chaque sujet, chaque programme a un peu son thème. Aujourd'hui, le logement, par exemple, ce qui est récurrent, c'est l'espace extérieur. Élément qui n'existait pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisque effectivement, quand on construit en pierre, c'est difficile de faire des prolongements extérieurs. En bois aussi, c'est un peu compliqué, mais avec le béton, c'est plus facile. Avec le métal aussi. Donc on a ce sujet récurrent du logement qui est le sujet contemporain. Donc c'est vrai là aussi on trouve des astuces qu'on cherche à rendre efficaces, surtout dans un contexte où souvent on n'a plus le chantier. C'est un peu compliqué. Donc il faut trouver des idées d'un projet qui vont d'abord nous plaire, après se communiquer, et puis après qui vont réussir à survivre tout au bout une fois qu'on est dépossédé finalement assez tôt du projet. Donc par exemple, on a construit un immeuble de logement à Vitry dans un contexte où on était un des premiers bâtiments d'une ZAC, donc très peu de milieux.
Donc quand on n'a pas de milieu, faut un peu le lancer finalement, puisque tout ce qui était là allait être détruit pour faire ces nouveaux bâtiments, et donc des bâtiments très denses. Et ce qu'on a voulu faire, c'est prendre la chose un peu au pied de la lettre et dire oui, des espaces extérieurs. Donc on va mettre à chaque fenêtre un espace extérieur qui vont donc toutes devenir une porte-fenêtre, la même partout, économie. Et toutes les pièces, à quelques exceptions près, sur ce bâtiment se retrouvent avec leur propre balcon. C'est aussi cette idée des évolutions du mode de vie où les familles sont plus complexes qu'à une époque. Il y a des grands qui restent plus longtemps. Et donc, finalement, une chambre avec un balcon, c'est quelque part un petit appartement dans le grand appartement. Donc, chaque pièce a son espace extérieur, par exemple. On a fait un bâtiment à Nantes où, pareil, il fallait abandonner le projet assez tôt, malheureusement. Et donc, on a travaillé sur des balcons. Et ces balcons, ils s'adaptent au contexte. Et donc, ils sont grands, ils sont en courbe. Et ils répondent dans les étages bas, en fait, aux appartements qui sont en bas et au jardin. Et puis, ils prennent la forme, quelque part, des arbres qui vont pousser dans le jardin. Et puis, qui répondent aux 2 rues qui sont en contrebas, puisque le bâtiment est un peu surélevé. Dans les étages, le balcon est moins complexe et de plus en plus ouvert pour répondre à la grande place où circule, entre autres, l'éléphant. Et voilà. Oui, des balcons qui s'adaptent à l'environnement et qui projettent littéralement les habitants dans le paysage. Mais après, tu évoquais le fait que c'est toujours plus dur de travailler avec d'autres structures que le béton, le métal, le bois notamment. Là, on développe un projet en structure bois dans la ZAC Rive Gauche à Paris. C'est un projet qui a des éléments de balcon, mais finalement, ce qu'on est allé chercher sur ce projet, c'était de ramener quelque chose d'assez élémentaire, qui était des persiennes, des volets en bois, en fait. Quelque chose qui permette aux habitants de moduler leur atmosphère intérieure avec des choses assez simples. Tout le monde a un peu le souvenir des rayons de soleil qui passent à travers des persiennes en bois, effectivement. Ces petits points de lumière que ça crée dans un espace, c'est extrêmement agréable. Ça permet de moduler son espace, son ambiance intérieure. On peut aussi faire le noir ainsi, mais c'est aussi un matériau naturel, en fait. On a une proximité physique avec le bois qui est différente d'autres matériaux comme ça. Et il y a toujours un peu cette idée de ramener le climat à portée de main des gens. Parce que quelque part aujourd'hui, on parle beaucoup de climat, il y a beaucoup de solutions techniques qui sont développées, des fois très complexes, pour rendre les bâtiments très durables, ce qui est très bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire chaque individu ne peut pas totalement se défausser de ce rapport au climat. Et finalement, renouer sur des choses assez simples, assez élémentaires, comme juste moduler son espace intérieur avec un volet, retrouver ça, on pense que c'est assez important et c'est peut-être le sujet qui va être le plus efficace pour nous tous pour changer les habitudes, en fait. Et voilà, c'est des petits dispositifs qu'on essaie de placer comme ça dans les projets pour agir. Ouais, l'idée de ces dispositifs, c'est effectivement cette capacité de l'architecture à générer un climat, une atmosphère finalement qui rend je dirais, le monde vivable. Sinon, on serait resté sur les tropiques, là où on peut vivre naturellement faiblement habillés. Mais effectivement, les humains, avec leurs outils, leur fabrication, ont pu conquérir toute la planète et l'envahir. À chaque fois avec certes des vêtements, mais aussi grâce à l'architecture. C'est-à-dire que sans bâtiment, il y a plein d'endroits où il est très difficile de survivre et de développer quoi que ce soit. Donc c'est cette idée un peu fondamentale que le bâtiment est le médiateur de l'atmosphère extérieure et c'est celui aussi qui permet de créer l'atmosphère intérieure et donc de permettre que les choses arrivent. Donc cette idée de dispositif, c'est des effets et c'est aussi des effets un peu rétroactifs. Donc voilà, tous les bâtiments, on cherche finalement à ce qu'ils soient un peu des installations dans leur milieu, c'est-à-dire qu'ils interagissent. Je pense là, par exemple, à un théâtre qu'on avait gagné, malheureusement qui ne s'est pas fait, à Saint-Priest, voilà, où pour nous, l'enjeu, c'était réhabiliter le théâtre existant, certes, mais c'est surtout qu'il y avait une grande place devant qui servait de parking, pareil, un milieu où il y a beaucoup de voitures, et on voulait faire une façade suffisamment, on va dire, puissante. Donc on a fait des grands poteaux lumineux qui sont des espèces de corolles dans lesquelles a été installée de la lumière pour qu'elle soit suffisamment forte pour impulser le fait qu'il fallait absolument refaire une vraie place et pas un parking devant ce bâtiment. Donc voilà, c'est une ambition d'avoir des effets sur la suite et donc d'être dans un espèce de processus comme ça où le projet, c'est une intention plus forte. Alors ça, c'est pas toujours facile à faire
faire passer, puisque souvent, l'attitude générale, c'est quand même je regarde le projet, en gros combien il coûte, comment je vais pouvoir le faire, quand est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il va durer longtemps. Voilà, ces choses-là où on cherche à initier une évolution. Voilà, il y a beaucoup cette idée d'évolution, une adaptation. Ça fait partie des éléments qu'on sélectionne dans les projets. Est-ce que vous pouvez parler de vos publications? Alors, les publications, oui, gros sujet de l'agence, qui était un peu, dès le départ, un sujet auquel on tenait particulièrement. Donc, plusieurs sortes de publications, un peu comme les projets, adaptés à ce qu'on veut dire et au public qu'on veut toucher. Donc, première publication, peut-être pas dans l'ordre, mais c'était quelque part le Parc planétaire, donc la fabrication de l'environnement suburbain, qui est un livre que j'avais écrit sur la base de la thèse que j'ai fait à Lausanne, sur le milieu suburbain, où on vit avec une maison et puis une voiture et un centre commercial. Et donc, comment ce projet, cette grande ambition d'installer le confort à la campagne, qui arrive finalement à la suite de la potentialité de construire industriel, donner ce confort finalement de grand bourgeois ou de noble à tout le monde à la campagne, eh bien, c'est construit. Et l'idée, c'était de suivre ce projet dans ses transformations, d'une ambition à des choses très concrètes de comment un aménageur finalement va réintégrer cette ambition de confort à la campagne dans ses projets. Et puis ça aboutit à cette grande question de fond, ce truc très du moment dont tout le monde parle maintenant, mais cette relation nature-culture, voilà, où on a la maison, le jardin. Puis après, on a fait d'autres publications, donc un blog qui s'appelait Crabzine, qui nous permettait de faire des billets plus courts, d'inviter du monde, donc un autre mode d'écriture, un peu plus sur l'actualité. On a tenté le coup d'un magazine, où on espère toujours un jour peut-être sortir le 2. Un magazine qu'on voulait de recherche pratique, donc on avait fait sur les sites et jardins, et puis plus récemment un livre qui s'appelle L'architecture comme environnement, qui est là un travail qu'on a fait avec nos graphistes de toujours, donc l'atelier Meusli, où on a essayé de trouver une forme un peu singulière entre la monographie, peut-être une certaine petite prétention à un manifeste, et en même temps quelque chose d'assez lisible entre le livre de science et le livre d'art. Voilà, où là on introduit cette réflexion du milieu, du fond de l'univers jusqu'au sous-sol de la Terre. Et on essaye de replacer les projets par rapport à ce questionnement-là. C'est un livre qui se parcourt comme un scroll infini, en fait, et qu'on a conçu à la fois dans les textes, dans les images et graphiquement, comme ça, quoi. Alors, comment arrivez-vous à tout concilier? On a l'impression que vous avez plusieurs vies à l'intérieur de tous les deux. Organisation. Ouais, l'organisation, la prise de décision, en fait, je pense que ça tient beaucoup à ça. Éviter de se laisser dépasser par le temps. Je crois qu'on a tous les deux des familles, on a tous les deux envie de vivre une vie de famille, on a tous les deux envie d'être méthodiques, je crois, et ça tient beaucoup à ça, en fait. Ne pas se laisser déborder par le non-choix, la non-décision, le flottement, en imaginant que le temps va nous permettre de décider, en fait. Voilà, je crois que c'est vraiment la méthode Parc. Et puis après, quelque part, de beaucoup déléguer aussi. C'est-à-dire que... Justement, j'allais en venir à l'équipe. On a déjà parlé de l'effectif, mais vous avez un mode de fonctionnement, d'organisation, j'imagine? Oui, on essaie de déléguer, d'assez vite mettre les collaborateurs en charge des choses, et qu'ils puissent au maximum avancer à leur idée, entre guillemets, leur idée pour faire développer le projet, sachant que, comme on se voit beaucoup, on est tous dans la même pièce. Nous, on va chercher à donner les grandes lignes. C'est pour ça que les projets, je dirais qu'aussi, ils ont un petit côté conceptuel, puisqu'il y a une idée qu'on peut énoncer facilement, qui va être le leitmotiv. Et donc, après, les chefs de projet, je pense, peuvent développer finalement assez facilement le projet, vu qu'on identifie clairement la chose. Le truc qu'il y a aussi, c'est que on travaille un peu... C'est pareil, je dis trop ce mot, mais un petit peu le milieu, un peu comme, je sais pas, Sun Tzu, l'art de la guerre, où on se dit qu'il ne faut pas aller directement en frontal avec l'ennemi. Ce qu'il faut, c'est préparer le terrain. C'est-à-dire, on fait en sorte
qu'on se trouve dans une situation où les choses vont potentiellement advenir. Donc, c'est essayer d'avoir une ambiance, donner le maximum de confiance aux collaborateurs qui se sentent à l'aise, en confiance, qui sentent et qui trouvent assez vite quel est leur champ de responsabilité, d'investigation. Donc, je pense que c'est ça le gros ressort. Et puis, décider à l'heure. C'est aussi faire confiance, en fait, quelque part. C'est dans l'idée de faire confiance aux autres et puis d'être dans la discussion permanente. On est assez, même dans la façon dont on pilote l'agence, on s'astreint à cette fameuse réunion du lundi qui nous permet d'être très organisé, très méthodique. Et on échange sur les sujets en cours, effectivement, mais sur les sujets de fond de l'agence, que toute l'équipe peut nous remonter, ce qui nous permet de prendre des décisions et d'ajuster. Mais voilà, c'est vraiment essayer d'installer une ambiance assez agréable pour le travail aussi, c'est essentiel. On y passe beaucoup de temps. Elle est toujours à Belleville, l'agence ? Toujours. Et d'ailleurs, pourquoi vous aviez choisi cette dénomination parc architecte ? Un parc planétaire. Le parc, c'était en gros, c'était une réflexion par rapport à la ville et de dire, oui, alors il y a eu la ville ancienne, ou la ville, après, on va dire la référence a été Las Vegas, puis New York. Et là, c'était de dire, mais oui, mais la ville, en fait, le milieu où on vit, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Et c'est notamment tout le milieu suburbain où vivent finalement de plus en plus de gens, qui est l'ambition de vie annoncée du monde où les citoyens sont beaucoup des consommateurs et où ils veulent ce confort à la campagne. Et qui fait que toute la planète est devenue un parc. C'est-à-dire qu'on s'est mis nous-mêmes, les humains envahissants, finalement, aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. C'est comment est-ce qu'on gère l'atmosphère dans laquelle on vit. Donc en fait, on considère la planète entière maintenant comme un parc où on doit ajouter des espèces, enlever des espèces, trafiquer un peu tout ça. Cette idée finalement qu'il y a une nature extérieure est fausse aujourd'hui. Ça a peut-être été à une époque, mais aujourd'hui, on sait que toute action, comme on va les faire en masse, elles vont avoir un effet. Et donc voilà. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on est nous-mêmes des constituants de ce parc. Alors justement, comment vous imaginez le monde d'après ? Vous avez des projections ? C'est la question un peu... Oui, je sais, mais allez, on s'y colle. Le truc qu'il y a, c'est que à la fois, on a envie de changer les choses, je pense comme beaucoup, et à la fois, on n'est pas trop dans l'idée de la potentielle révolution. Je dirais que le paradoxe des révolutions, c'est que c'est très excitant. Malheureusement, si on regarde un peu toutes les révolutions, elles conduisent plus ou moins à la terreur. C'est-à-dire que pour changer les gens, en fait, il faut le faire par la force. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a eu une arme de destruction massive, si on peut dire, qui a très bien fonctionné au XXe siècle, qui est le confort. Et c'est ça, en fait, le gros sujet. C'est-à-dire que le confort, ça a conquis tout le monde. Parce que c'est agréable, et on est prêt à tout pour le confort. Et aujourd'hui, notre grosse question, c'est que pour aller vers un monde d'après, c'est réinterroger ce confort. Et la situation actuelle là, de la pandémie, je trouve qu'elle pose bien cette question. C'est pas la question écologique en tant que telle, pas du tout dire oui, l'épidémie, c'est bien de notre faute, c'est pas du tout ça. Par contre, ça pose à tout le monde, au sens strict, le monde entier, la même question, au même moment, ce qui n'était pas arrivé a priori au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a vraiment une génération qui a une question à se poser ensemble. Et il y a plein de petites habitudes qui ont changé. Et c'est ça qui peut changer. C'est les habitudes latentes qui deviennent plus latentes, mais qui s'installent. Est-ce qu'après ce passage, on gardera les réunions Zoom, qui évitent de faire trop de transport, de perdre du temps, d'utiliser des avions pour aller faire des réunions qui ne servent pas à grand-chose ? J'exagère. Mais ça consomme de la data. Ça consomme de la data. Alors après, on peut se dire, est-ce qu'on se fait le bilan ? C'est tout à fait possible, mais je pense quand même que, entre un avion, toute l'infrastructure qu'il faut faire pour tourner l'avion, etc., l'énergie fossile, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas trop faire autrement, et effectivement refroidir des centres de data. J'espère que la balance va dans le centre de data, mais ces petits décalages, qu'est-ce qu'ils peuvent engendrer ? J'ai l'impression, peut-être en étant parmi des gens un peu favorisés, qu'il y a une grande envie là de vivre et fonctionner autrement, que pas mal de gens vont s'installer ailleurs parce qu'ils ont vu qu'ils avaient un moyen finalement de le faire. Avant, c'était pas vraiment possible. Mais là, ça fait 1 an et demi qu'il y a des gens, ils sont quasiment pas retournés au travail. Donc, pourquoi pas aller travailler ailleurs, vivre ailleurs ? Et on peut se dire quelque part que nos villes moyennes en France, qu'on a laissé un peu péricliter depuis plusieurs dizaines d'années, vont se revitaliser. Et ça c'est quelque part
plus de la Révolution, plus du monde d'après, se dire que les villes moyennes et peut-être les villages vont revivre parce qu'il y a des urbains qui viennent d'ailleurs, qui vont vouloir retrouver de l'urbanité sous une autre forme, qui savent qu'ils peuvent le faire avec ça, ça se trouve, ça va être un changement. Là, on a fait un saut, je dirais, dans la pratique informatique en un an, comme si on avait progressé de 10 ans dans l'usage de l'informatique, puisque tout le monde a dû s'y mettre. Et maintenant, c'est là. Donc ça, est-ce que c'est latent? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va devenir un outil pour du meilleur? Oui, si c'est pour être plus accro, je ne sais pas, mais... La question, ce serait peut-être aussi d'emblée se dire, est-ce bien utile dans tout ce qu'on fait, dans tous les actes? C'est peut-être ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça repose la question. Ça va peut-être répartir effectivement une sorte d'équilibre sur le territoire, mais je te rejoins complètement là-dessus, sur le caractère simple et justifié de chaque geste, chaque décision qu'on prend, chaque déplacement. A-t-on besoin d'aller voyager loin pour se promener? Pas forcément. Ça reste pertinent parce que c'est ce qui permet aussi la pensée globale, en fait, ce qui permet d'avoir conscience de tous et tout le monde, de l'humanité sur la planète. Ça, c'est une conscience globalisante qui reste nécessaire, et en même temps renouer avec cette échelle locale. C'est un équilibre subtil qu'il faut qu'on trouve petit à petit. C'est ce lien entre le global, l'humanité entière sur cette planète, et le local qui permet d'être raisonné, et tout en gardant à l'esprit, sans jamais avoir peur de l'autre, de l'étranger. Toujours rester ouvert aux autres. Ça va être une clé essentielle, et c'est comme ça. Moi, c'est le monde d'après, j'espère que c'est comme ça qu'il va se développer. Alors justement, vous êtes tout le temps en contact avec des étudiants, mais à travers Comme d'Archi, et de manière peut-être plus globale, puisqu'on est écouté quand même dans plusieurs pays, quels conseils donneriez-vous à tous les étudiants en architecture? S'il y a un conseil que je devais donner aux étudiants, c'est de toujours rester curieux, toujours observer, toujours regarder. Voilà. Garder à cet esprit la curiosité comme élément essentiel pour découvrir, pour s'enrichir, pour avancer. Ouais, c'est un peu cette idée de faire confiance au doute, en fait. Il faut douter pour avoir l'énergie d'aller remettre en question des choses, pour aller prendre des risques. Je pense que c'est ça l'enjeu. Après, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est aussi de sortir de son champ au maximum. D'ailleurs, souvent, dans l'enseignement, comme je fais aussi un cours de théorie, je donne un livre d'archi et puis un livre hors champ. Pourquoi? Parce que dans une école, en fait, on apprend ce qu'on dit, ça fait un réseau. Mais enfin, c'est surtout qu'on fait ses premières découvertes en tant que jeune adulte. On crée les premières amitiés. Et ça, c'est quelque chose qui va pour quand même la plupart des gens rester assez longtemps. Et on a tendance à être entre soi. Et donc, on fait des fêtes d'archi, entre archis, avec les archis. Et donc, comme tous gens qui sont entre eux, on voit le monde d'une manière, et puis on se conforte dans l'idée que c'est comme ça, et après, on comprend pas les réactions des autres. Donc, il y a un espèce d'effort permanent, parce que c'est pas confortable d'aller se confronter aux autres. C'est pas confortable de lire quelque chose qui parle pas de ce qu'on connaît, mais c'est un espèce d'effort permanent, parce que cette idée de se dire comment est-ce qu'on considère le monde dans lequel on est et ce milieu, si on en change et qu'on en fait évoluer la considération qu'on en a, c'est comme ça qu'on fera une architecture plus adaptée. Elle en viendra naturellement si on considère les choses différemment. Donc il faut faire en permanence cet effort de sortir de soi-même, et c'est pas simple. Mais je pense que c'est un peu ça aussi. C'est loin de l'ego de l'architecte. Ah oui. Alors, je pense que là-dessus, on est une génération qui... Oui, vous avez réglé qui a réglé ce problème. Vous êtes en train de le régler, en tout je cas. pense. Ouais. Et puis, je pense que c'est un truc générationnel, j'imagine. C'est vrai que oui, cette fameuse époque Starchitect est peut-être ça fait en pas passe forcément sens. Voilà. La demande est peut-être plus là, ou les moyens pour y arriver existent moins. Donc, ça fonctionne moins comme ça. Néanmoins, il faut garder des convictions, ça reste essentiel justement pour porter l'envie du projet et puis l'emmener jusqu'au bout, mais sans ego. Un ultime mot de la fin? C'est intégrer ce milieu, c'est-à-dire pour faire un projet, il faut avoir une idée du milieu dans lequel il se fait. Et voilà, et tout bêtement, prendre en compte tout ce qui est dedans, parce qu'on ne nous l'apprend pas. Dans le cursus d'architecte, par exemple, à l'école,
on n'a pas eu un seul cours sur les autres êtres vivants, les arbres, les animaux. Ils n'existent pas. Donc on fait une architecture pour ce qu'on nous a appris, pour ce qu'on a mis dans notre tête. Donc effectivement, c'est un effort et comme on nous en parle maintenant tous les jours, on les réintègre, donc ils redeviennent présents à notre milieu qui nous sert de matière à projeter, qui sont dans notre tête. Donc c'est essayer d'actualiser notre idée du milieu. Bon. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci à vous. Merci. Dans Comme d'Archi. On aurait pu y rester des heures. Merci pour cette densité. Et à bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Merci, à très bientôt, Anne-Charlotte. Merci, chers auditeurs. On se retrouve pour le prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.